Dans une petite rue pavée de Montmartre, loin de l'agitation touristique du Sacré-Cœur, un café discret tenait bon contre le temps. Il ne figurait dans aucun guide, n'avait ni façade éclatante, ni terrasse envahie de selfies. Mais pour les habitants du quartier, le café de l'Aube était un refuge quotidien, un lieu où le café était toujours chaud et les visages familiers. Claire y travaillait depuis presque 3 ans. Elle ouvrait le café chaque matin à 7 heures, préparait les viennoiseries encore tièdes, livrées par la boulangerie d'en face, nettoyait les tables avec application et saluait les habitués par leur prénom. Elle avait 27 ans, un regard doux mais réservé, et une voix qu'on entendait rarement au-delà de la commande du jour. Depuis la mort de ses parents dans un accident de voiture, elle avait quitté Lyon et tenté sa chance à Paris, sans diplôme particulier, mais avec une ténacité silencieuse. Chaque jour se ressemblait. Les premiers clients arrivaient avant le lever du soleil, artisans, retraités, étudiants. Claire servait avec une gentillesse discrète, attentive à tous sans jamais s'imposer. Elle aimait la régularité rassurante de sa vie, même si, parfois, la solitude l'effleurait lorsqu'elle fermait l'établissement dans le silence des soirs d'hiver. Ce matin-là, l'air était froid malgré le soleil d'automne. Les feuilles des platanes dansaient dans les ruelles, et la lumière dorée baignait les vitrines du quartier. Vers 8 heures, alors qu'elle essuyait le comptoir, Claire aperçut une silhouette immobile à travers la vitrine. Une petite fille, pas plus de 6 ans, se tenait seule près du petit jardin public situé juste en face. Elle portait un manteau bleu nuit avec un col en fausse fourrure blanche, des collants gris et des bottines impeccablement cirées. Elle ne pleurait pas, ne bougeait presque pas. Son regard fixe suivait les voitures comme si elle attendait quelque chose, ou quelqu'un. Intriguée, Claire sortit. La petite ne réagit pas immédiatement. Lorsqu'elle lui demanda si tout allait bien, elle leva les yeux vers elle sans sourire, avec une politesse presque trop adulte. « Tu es perdue ? Où sont tes parents ?» La fillette haussa les épaules. « Je ne sais pas. J'étais avec une dame. Elle est partie. » Sa voix était douce, claire, mais son ton portait une incertitude qui mit Claire mal à l'aise. Il n'y avait pas de panique, pas d'angoisse dans ses mots, seulement une étrange résignation. Claire regarda autour d'elle. Aucun adulte à l'horizon qui semblait chercher un enfant. « Viens à l'intérieur, tu vas prendre froid. » Sans résistance, la petite la suivit à travers la rue. Une fois dans le café, Claire l'installa sur une chaise près du radiateur, apporta une tasse de chocolat chaud et un croissant. Les clients observaient discrètement la scène, certains échangeant des regards, mais aucun ne dit un mot. Claire revint s'accroupir devant la fillette. « Comment tu t'appelles ?»« Thalise. Et ton nom de famille ?» Élise détourna les yeux. « Je sais pas. » Claire fronça les sourcils. À cet âge, on connaissait généralement son nom complet. Mais Élise semblait sincère, simplement perdue, désorientée. Ses vêtements étaient de grande qualité, ses cheveux soigneusement coiffés, mais aucune trace de sac, de téléphone, de carnet. Seulement une petite barrette argentée en forme d'étoile dans ses cheveux. « Tu étais avec qui exactement ?»« Une dame. Elle m'a dit de l'attendre pendant qu'elle allait chercher quelque chose. Mais elle n'est jamais revenue. » Claire sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle se leva, jeta un regard vers la rue vide et reprit doucement « On va essayer de la retrouver, d'accord ? Tu veux bien m'accompagner au parc ?» Élise acquiesça sans un mot. Claire prévint rapidement le patron, un homme grognon mais pragmatique, puis enfila son manteau. Ensemble, elles traversèrent de nouveau la rue. Le jardin public était presque désert. Un couple de retraités sur un banc, un jogger qui passait sans ralentir. Claire interrogea les passants, montra Élise, mais personne ne la reconnut. Personne n'avait vu une femme l'abandonner ici. Elle revint sur ses pas avec la petite main d'Élise serrée dans la sienne. Un nœud d'inquiétude commençait à se former dans sa poitrine. Qui était cet enfant et pourquoi personne ne la cherchait? De retour au café, Claire sentait le regard de certains clients la suivre, tandis qu'elle aidait Élise à enlever son manteau. L'enfant, toujours aussi calme, s'assit à la même place que plus tôt, croisa les bras sur la table et observa les environs comme si elle cherchait à comprendre ce qui se passait. Claire lui apporta un autre chocolat chaud, puis s'assit en face d'elle, tentant d'obtenir plus d'informations sans la brusquer. La douceur dans sa voix contrastait avec l'angoisse croissante qui lui nouait l'estomac. « Élise, tu ne sais vraiment pas où tu habites? Même pas le nom de la rue ou la couleur de la porte d'entrée ?» Élise secoua la tête, fixant sa tasse entre ses mains. « C'est grand.
Il y a des marches et des rideaux rouges et un piano noir, mais je sais pas comment ça s'appelle. Tu es souvent avec cette dame qui t'a laissé au parc? C'était pas ma nounou. Ma nounou est partie, papa a dit qu'elle reviendrait pas. Tu sais comment s'appelle ton papa? Élise sembla réfléchir un moment. Elle hésita, comme si elle craignait de faire une erreur. Papa, il travaille tout le temps. Il dit souvent qu'il est désolé, mais qu'il fait ça pour moi. Claire sentit une drôle de sensation au creux du ventre. Cette petite manifestement bien élevée, habillée avec soin et manifestant des signes d'intelligence vive, ne savait ni son adresse, ni le nom de ses parents. Elle n'était pas négligée, ni abandonnée de manière classique. C'était autre chose, quelque chose de plus complexe, et surtout plus étrange encore. Aucune alerte n'avait encore été diffusée. Pas de policier qui franchissait la porte du café, pas de passants en alerte. Décidant d'agir avec prudence, Claire appela la police depuis le téléphone fixe du café. Elle expliqua calmement la situation. Une fillette retrouvée seule près du square Léon Serpollet, sans adulte accompagnateur, incapable de fournir une adresse ou un nom de famille. L'agent au bout du fil lui assura qu'une patrouille serait envoyée rapidement. Elle raccrocha et retourna à la table. « Les policiers vont venir te parler, d'accord? Ils vont t'aider à retrouver ta maison. » Élise haussa les épaules. Elle ne semblait ni rassurée ni inquiète, juste lasse. Claire resta à ses côtés, ignorant les regards insistants de certains clients qui chuchotaient derrière leurs journaux ou au-dessus de leurs tasses. Une demi-heure passa, puis une autre. Personne ne vint. Claire rappela. Cette fois, une autre voix décrocha, plus expéditive. « Oui, on a pris note, mais aucun signalement ne correspond à une enfant disparue sous ce prénom. Vous êtes sûr qu'elle ne vous connaît pas? Qu'elle ne joue pas simplement. Elle n'a que 6 ans, et elle n'a pas l'air de jouer. Elle ne sait même pas comment elle est arrivée là. Et personne ne l'a réclamée. Vous pourriez envoyer quelqu'un, au moins pour la vérifier? Nous ferons le nécessaire, madame. Merci pour votre civisme. » Et encore le téléphone raccroché trop vite. Claire, en colère, resta un moment immobile, le combiné dans la main. C'était incompréhensible. Une enfant perdue, aucun avis de disparition et des autorités visiblement peu préoccupées. Elle retourna s'asseoir face à Élise. « On va attendre encore un peu. Ensuite, on verra. » Élise hocha la tête, acceptant cette décision comme une évidence, comme si elle faisait déjà confiance à Claire. L'après-midi passa lentement. Le patron du café, Marc, un homme aux cheveux blancs toujours pressés, descendit du bureau à l'étage, croisa les bras et fixa Claire d'un air contrarié. « C'est pas une garderie ici. Tu crois que c'est bon pour le commerce, une gosse inconnue qui traîne toute la journée au milieu des clients? Les gens parlent, Claire. Ils regardent. Et moi, je veux pas de problème. Elle est perdue, Marc. Elle a besoin d'aide. Et moi, j'ai besoin d'un café qui tourne. Tu fais ton service, tu prépares les commandes, mais tu te débarrasses de cette histoire avant la fermeture. Compris? » Claire ne répondit pas. Elle savait que discuter n'y mènerait à rien. Elle connaissait Marc, son obsession pour la tranquillité, sa peur du scandale. Et en un sens, il avait raison. Les clients devenaient méfiants. Certains se levaient plus vite qu'à l'habitude, l'air contrarié. D'autres murmuraient, lançant des regards furtifs à la petite Élise. Même le vieux monsieur René, fidèle depuis des années, lui fit une remarque discrète. « C'est pas prudent de garder une enfant dont personne ne veut, ma petite. Fais attention. » Le jour commençait à décliner. Claire jeta un œil à la montre accrochée près de la machine à café. Il était bientôt 18 heures. Toujours aucun signe de la police. Aucun appel. Aucun adulte affolé à la recherche d'une enfant. L'idée même que cette fillette puisse être volontairement laissée là lui serra le cœur. Elle prit une décision. Elle ne laisserait pas Élise seule. Pas tant qu'elle n'aurait pas compris. Claire prétexta une urgence auprès de Marc, attrapa son manteau, aida Élise à se rhabiller et quitta le café avant que quiconque ne puisse l'en dissuader. Dans la rue, le vent avait fraîchi. Claire marchait vite, tenant Élise fermement par la main. Elle n'avait pas d'idée précise de ce qu'elle allait faire, seulement une certitude. La laisser dehors n'était pas une option. Elle l'amènerait chez elle, le temps d'y voir plus clair. Son appartement, situé dans une impasse près de la station Lamarque-Caulaincourt, était modeste mais propre. 2 pièces, un petit salon transformé en chambre, une cuisine minuscule. Claire installa Élise sur le canapé, lui apporta une couverture et alluma une veilleuse en forme de nuage. « Tu vas rester ici ce soir. On va essayer de comprendre demain ce qui s'est passé, d'accord ?» Élise hocha doucement la tête. Elle ne posa pas de questions,
ne demanda pas à appeler quelqu'un. Elle acceptait ce nouvel abri avec un calme presque troublant. Claire lui proposa un bain, lui donna un t-shirt propre à porter, puis lui prépara une assiette de pâtes. La petite mangea en silence, puis se blottit dans la couverture, sans un mot. Pendant ce temps, Claire alluma son ordinateur portable. Elle tapa le prénom Élise, suivi des mots « enfant disparu Paris ». Mais aucun résultat récent n'apparut. Elle chercha sur les réseaux sociaux, consulta les sites d'actualité, fit défiler les pages. Rien. Comme si l'enfant n'existait pas. Ou pire, comme si son existence devait rester inconnue. Son regard se posa sur Élise, endormie paisiblement sur le canapé. Elle sentit alors quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, une responsabilité profonde, une urgence silencieuse et une inquiétude qui allait bien au-delà du simple geste de solidarité. Quelque chose clochait, et elle était désormais au centre de cette énigme. Le lendemain matin, Paris s'éveilla lentement sous une lumière laiteuse. Le ciel était bas, les trottoirs humides de la pluie tombaient durant la nuit. Dans son petit appartement, Claire ouvrit les yeux bien avant que le réveil ne sonne. Elle n'avait presque pas dormi. Les événements de la veille tournaient en boucle dans son esprit. Élise, ses réponses vagues, l'attente inutile de la police, l'absence totale de recherche pour une enfant perdue. Elle se leva sans bruit, passa un pull et alla vérifier le canapé. Élise dormait encore, recroquevillée sous la couverture, une mèche de cheveux sur les yeux. Son visage paisible contrastait avec l'angoisse silencieuse qui grandissait dans le cœur de Claire. Elle s'assit à la table de la cuisine, prit un stylo et nota tout ce dont elle se souvenait de la conversation de la veille. La dame inconnue, la nounou absente, les rideaux rouges, le piano noir. Elle ajouta une note mentale. Retourner au parc ce matin. Tenter de retrouver cette fameuse dame ou un indice oublié. À 8 heures, après un petit déjeuner partagé en silence, Claire proposa à Élise de retourner au square où tout avait commencé. L'enfant accepta d'un simple signe de tête. Dehors, l'air était frais et les rues encore calmes. Elles marchèrent sans parler jusqu'au square Léon Serpollet. Claire s'arrêta à l'entrée et balaya du regard le décor. Les bancs en bois, le bac à sable vide, les quelques promeneurs de chiens. « C'est ici que tu étais avec la dame ?» demanda-t-elle doucement. Élise acquiesça et désigna un banc près du grand marronnier. Elle m'a dit de rester là, et puis elle a traversé la rue. Elle a parlé à quelqu'un? Elle avait un téléphone? Non, elle a dit qu'elle revenait vite, mais elle n'est pas revenue. Claire observa autour d'elle. Aucun visage connu, aucun détail frappant. Elle s'approcha des promeneurs, montra Élise et demanda s'ils l'avaient vue la veille. Les réponses furent toujours les mêmes. Non, désolé, on n'a rien remarqué. Une femme, assise avec un landau, dit l'avoir vue brièvement, seule, mais ne s'être doutée de rien. L'homme au chien secoua la tête, visiblement agacé par les questions. Les enfants qui courent, ça arrive. Mais si elle est encore là ce matin, c'est qu'il y a un problème, non? Claire remercia sans insister. De retour près du banc, elle remarqua un détail qu'elle n'avait pas vu la veille. Une barrette identique à celle qu'Élise portait, tombée entre les lattes du bois. Elle la ramassa et la montra à la fillette. « C'est à toi ?»« Oui, c'est maman qui me les a donnés. » Le mot « maman » fit sursauter Claire. C'était la première fois qu'Élise mentionnait sa mère. Elle se pencha, plus attentive. « Tu te souviens d'elle ?»« Elle est tout. » Élise baissa les yeux. « Fais, c'est plus là. » Claire n'insista pas. Le chagrin ou la confusion de la fillette était palpable. Elle comprenait désormais que la mère n'était pas dans le tableau actuel. Peut-être décédée, peut-être absente depuis longtemps. Mais cette barrette, et le peu qu'Élise en disait, montrèrent qu'il y avait plus à découvrir. Elles rentrèrent au café en milieu de matinée. Claire avait prévenu Marc qu'elle serait en retard. Ce dernier, les bras croisés derrière le comptoir, l'accueillit avec une moue agacée. « Tu continues avec cette gamine? C'est pas ton rôle, Claire. Tu veux des ennuis? Personne ne la cherche, Marc. Tu trouves ça normal? Je trouve que ça va finir par nous attirer des problèmes. Si elle a été enlevée, ou pire, si tu te retrouves mêlé à un truc louche, je te défendrai pas. Fais attention à toi. » Claire ne répondit pas. Elle installa Élise à une table discrète, lui donna un livre de coloriage qu'elle avait trouvé chez elle, puis reprit son service. L'ambiance dans le café avait changé. Les clients étaient plus silencieux. Certains évitaient de croiser son regard. Deux femmes au fond discutaient à voix basse, mais Claire perçut quelques mots. Enfant, disparu, police. En début d'après-midi,
elle décida de rappeler les autorités. Cette fois, elle insista davantage, exigeant qu'un agent vienne au moins constater la présence de l'enfant. L'agent, au bout du fil, lui répondit sur un ton froid. « Madame, nous vous avons déjà expliqué. Il n'y a aucune alerte correspondant à cet enfant. Pas de disparition signalée à ce prénom ni à ce profil. Sans information plus précise, nous ne pouvons rien faire. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Vous préférez ne pas intervenir plutôt que de vérifier une situation potentiellement grave ? Si vous pensez être en danger, ou si l'enfant semble maltraité, déposez-la dans un commissariat. Sinon, ce n'est pas à vous de gérer ça. » Claire raccrocha, furieuse. Ce n'était pas seulement de la négligence. Il y avait autre chose. Une volonté de ne pas voir, d'ignorer. Elle retourna s'asseoir près d'Élise. « Tu sais pourquoi personne te cherche ?» Élise leva les yeux vers elle, sans peur, presque avec tristesse. « Peut-être que papa sait pas que je suis partie. »« Comment ça? Il ne vit pas avec toi? Il travaille. Il n'est pas souvent là. » Claire sentit une angoisse sourde l'envahir. Cet enfant venait clairement d'un milieu aisé, peut-être même très riche. Mais il n'y avait aucune alerte, aucun mouvement, aucune trace d'une recherche active. Cela n'avait aucun sens. Elle sortit son téléphone, chercha encore une fois les registres d'enfants disparus, les réseaux sociaux, les groupes d'alerte. Rien. Aucun avis, aucun article. Puis elle tapa « Enfants disparus, Paris, non signalés » sur un moteur de recherche. Parmi les résultats anonymes et les forums inutiles, elle trouva un fil de discussion qui l'interpella. Enfants invisibles, quand les disparitions ne sont pas signalées. Il y était question de cas rares, souvent liés à des familles puissantes ou influentes, où la disparition d'un enfant ne faisait pas l'objet de signalements publics, soit par stratégie, soit pour éviter le scandale. Claire sentit une sueur froide descendre le long de sa nuque. Ce n'était pas un simple cas de perte au parc. Quelque chose avait été intentionnel. Et tout autour d'Élise semblait soigneusement contenu, contrôlé, comme si l'information elle-même était verrouillée. De retour à la maison, Claire ne dit rien à Élise. Elle la laissa dessiner, lui prépara un dîner simple et resta assise à ses côtés. L'enfant semblait s'adapter avec une étonnante résilience à cette situation instable. Mais Claire savait désormais qu'elles étaient seules et que pour aider cette fillette, il faudrait aller bien au-delà des gestes habituels. Elle se promit alors de comprendre, de trouver et de protéger Élise coûte que coûte. Les jours suivants furent tendus, marqués par une atmosphère de plus en plus pesante. Claire, bien qu'habituée à la discrétion, sentait désormais chaque regard, chaque mot échangé dans son dos. Le café avait cessé d'être ce refuge tranquille. L'arrivée d'Élise dans sa vie avait bouleversé un équilibre fragile, mais elle ne pouvait pas se détourner de cette responsabilité. Elle n'avait jamais voulu jouer les héroïnes, encore moins s'opposer à un système entier. Pourtant, tout en elle refusait d'abandonner cet enfant dont personne ne semblait vouloir reconnaître l'existence. Le matin du 4e jour, Claire arriva plus tôt que d'habitude au café. Elle avait confié Élise à une voisine de palier, une retraitée bienveillante qui n'avait pas posé de questions. À son arrivée, elle trouva Marc déjà installé au comptoir, le visage fermé, les bras croisés. « Faut qu'on parle, Claire. » Elle sentit immédiatement que le ton avait changé. Ce n'était plus un simple agacement, c'était une menace voilée. « Je t'écoute. Ça fait 4 jours que cette histoire traîne. Les gens parlent, les clients posent des questions. Et ce matin, j'ai trouvé ça. » Il posa sur le comptoir une enveloppe. À l'intérieur, une photo imprimée sur du papier ordinaire. Claire marchant main dans la main avec Élise dans la rue, capturée de dos. En dessous, au feutre noir, une phrase « Ce n'est pas votre affaire ». Claire sentit son cœur battre plus vite. Ce n'était plus une impression. Elle était surveillée, suivie, menacée. « Tu crois que je peux tolérer ça? Que je vais risquer la réputation de mon établissement pour une gamine qui n'est même pas de ta famille? Elle est seule, Marc. Personne ne veut l'aider. Et maintenant on me menace, moi. C'est grave. Justement. Trop grave pour que tu t'en mêles. Tu dois la confier aux services sociaux ou à la police. Laisse ça derrière toi. Sinon, tu peux chercher un autre travail. » Claire ne répondit pas. Elle prit la photo, la glissa dans son sac et se dirigea vers l'arrière-salle. Ses mains tremblaient. Jusqu'ici, elle avait agi avec une conviction instinctive, guidée par la situation et le silence des autorités. Mais désormais, elle comprenait que son geste dérangeait quelqu'un, que le simple fait de garder Élise auprès d'elle suffisait à attirer une surveillance active, potentiellement dangereuse.
En fin d'après-midi, elle quitta le café sous une pluie fine. Elle pressa le pas dans les ruelles de Montmartre, jetant des coups d'œil discrets derrière elle. Une voiture noire était garée au coin de la rue, moteur éteint. Les vitres teintées empêchèrent de voir à l'intérieur. Elle accéléra, tourna dans une impasse, puis changea de trottoir. Une sensation constante de menace la suivait comme une ombre. Arrivée à son immeuble, elle monta les escaliers à vive allure. Élise ouvrit la porte dès qu'elle frappa. Elle avait dessiné toute la journée, des feuilles pleines de maisons, d'escaliers, de fenêtres imposantes. « Tu veux voir ?» demanda-t-elle en souriant. Claire s'assit sur le canapé, observant les dessins avec attention. Un détail attira immédiatement son regard. Une grande maison avec une façade de pierre claire, plusieurs balcons, une porte à double battant, et au-dessus de l'entrée, un blason. Un cheval cabré, stylisé, gravé dans un cercle. « Tu connais cette maison ?» Élise hocha la tête. « C'est là que j'habite. Il y a des chevaux sur les serviettes et les coussins, même sur les voitures. » Claire sentit une décharge électrique lui parcourir l'échine. Ce symbole, elle l'avait déjà vu. C'était celui d'une célèbre marque de luxe, connue dans tout le pays, rattachée à une famille influente, les Dubois. Le nom s'imposa dans son esprit comme une évidence. Elle se leva, prit son ordinateur portable et lança une recherche sur les résidences appartenant à cette famille. Une image apparut rapidement. Un manoir situé dans les hauteurs de Neuilly-sur-Seine, entouré de grilles dorées, avec exactement le même blason sur le portail principal. Elle vérifia le nom du propriétaire, Alexandre Dubois. Elle tapa ensuite ce nom dans les actualités. Les résultats étaient nombreux, mais un article récent attira son attention. Il parlait d'un événement annulé à la dernière minute, mentionnant des raisons personnelles et sensibles. Aucun détail supplémentaire. Pas un mot sur une disparition. Rien d'officiel. Mais Claire savait désormais. Élise n'était pas une inconnue. Elle était la fille d'un des hommes les plus puissants du pays. Et si personne ne parlait, ce n'était pas par oubli. Elle se tourna vers la petite. « Élise, ton papa, il s'appelle comment ?»« Papa, c'est Alexandre. Il me lit des histoires quand il est là. Il travaille beaucoup. » Claire sentit une vague d'émotion la traverser. Elle avait mis un nom sur l'énigme. Et surtout, elle comprenait maintenant pourquoi les autorités restaient muettes. Pourquoi la police refusait de se déplacer. Pourquoi elle était suivie. Il ne s'agissait pas d'un simple oubli administratif. Il s'agissait d'un silence imposé, d'un secret soigneusement gardé. Elle comprit alors que ce qu'elle tenait entre ses mains allait bien au-delà de ses capacités. Mais elle ne pouvait pas reculer. Pas maintenant. Il fallait trouver un moyen d'approcher la vérité sans se mettre en danger. Et surtout, protéger Élise de ce qui se tramait derrière le silence. Mais une chose était certaine, elle ne pourrait plus compter sur la discrétion de son quotidien. Quelqu'un, quelque part, surveillait chacun de ses gestes. Et ce simple fait transforma chaque regard dans la rue, chaque voiture stationnée, chaque appel silencieux en menace potentielle. Claire fit un choix ce soir-là. Elle garderait Élise auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle puisse la rendre à son père. Mais pas avant d'avoir compris pourquoi elle avait été abandonnée. Et surtout, pourquoi personne, pas même sa propre famille, n'avait bougé pour la retrouver. Le lendemain matin, Claire se réveilla plus tôt que d'habitude. Le sommeil encore épais, mais l'esprit déjà occupé par une question persistante. Pourquoi une enfant comme Élise, issue d'une des familles les plus puissantes de France, avait-elle été laissée seule dans un parc sans qu'aucune alerte ne soit diffusée? La découverte de l'identité du père, Alexandre Dubois, n'avait pas seulement levé le voile sur les origines d'Élise. Elle avait surtout renforcé l'étrangeté du silence ambiant. Quel genre de situation obligeait les plus hauts niveaux de sécurité, de pouvoir et d'influence à se taire? Elle entra dans le salon. Élise était déjà éveillée, assise par terre au milieu de feuilles blanches éparpillées, dessinant avec concentration. Le soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant les traits de crayons colorés, les formes d'escaliers, de fenêtres, de symboles dessinés avec précision. Claire s'approcha lentement, s'accroupit à côté d'elle. « Tu dessines ta maison ?»« Oui, mais aussi les choses que j'aime là-bas, et les choses que j'ai vues. » Elle montra un dessin particulier. Une grande bâtisse avec une façade aux lignes rigides, symétriques, dominée par un escalier majestueux et des fenêtres aux rideaux rouges. Tout en haut, une sorte de blason. Claire reconnut immédiatement le cheval stylisé, ce même symbole qu'elle avait identifié la veille comme appartenant à la famille Dubois.
Mais ce n'était pas ce détail qui la frappa. C'était le fait que dans un autre dessin, Élise avait reproduit le même cheval. Cette fois-ci sur un flacon, un sac à main, une voiture. C'était plus qu'un motif, c'était un marquage, un code. Tout semblait décoré de ce symbole, comme une signature. Tu l'as déjà vu souvent, ce cheval? Il est partout, sur les coussins, les gobelets, même les serviettes dans la salle de bain. Claire regarda de plus près. Élise avait ajouté, sur l'un des dessins, un homme à côté d'une voiture noire, habillé de sombre, avec des lunettes. Détail troublant. Ce personnage apparaissait à plusieurs reprises, toujours en retrait, mais jamais très loin. Il était même représenté à côté d'un portail fermé ou derrière une grille. Claire sentit une tension sourde dans son ventre. « Tu connais cet homme? C'est un des messieurs qui reste dehors. Il parle rarement. Il regarde toujours. » Claire comprit alors qu'Élise avait probablement dessiné un garde du corps. L'homme devait faire partie du dispositif de sécurité de la maison du bois. Mais pourquoi alors Élise n'avait-elle pas été retrouvée immédiatement? Pourquoi personne n'avait sonné l'alerte? Elle décida d'approfondir. Elle sortit son téléphone, prit discrètement en photo certains des dessins, notamment celui avec le blason et la grande façade. Elle ouvrit ensuite une session sur un forum discret de citoyens alertes, souvent fréquenté par des lanceurs d'alerte, des journalistes indépendants, des citoyens ordinaires partageant des observations urbaines. Elle y publia une image du dessin sans mentionner Élise, en demandant simplement « Quelqu'un reconnaît ce lieu? Paris ou proche banlieue ?» Quelques minutes plus tard, une réponse apparut. Une utilisatrice affirmait reconnaître la façade. « Neuilly, rue Paul-Adam. J'y passe chaque jour. Une des maisons les plus surveillées du coin. » Claire fit aussitôt une recherche satellite. La maison existait, exactement comme dans le dessin. Grille imposante, escalier en marbre visible depuis la rue, symétrie parfaite, et surtout, sur le portail principal, le fameux cheval stylisé, discrètement gravé. Elle recula dans sa chaise, le cœur battant. C'était donc bien réel. Tout ce qu'Élise dessinait, tous les détails qu'elle évoquait, correspondaient à un lieu réel, surveillé, connu, mais auquel elle n'avait plus accès. Ce n'était pas un jeu d'enfant, c'était une reconstitution consciente. La petite savait parfaitement d'où elle venait. Claire comprit que les dessins étaient sa mémoire, ses repères. Ce que les mots ne pouvaient pas encore exprimer, son crayon le retraçait avec une fidélité étonnante. L'après-midi, elle emmena Élise faire une promenade dans le quartier. Elle voulait observer les réactions, voir si elles étaient suivies, repérer d'éventuels signes d'un contrôle extérieur. Et ce fut sans surprise qu'elle aperçut, en tournant dans la rue Durantin, une berline noire garée devant une épicerie fermée. Même modèle que les jours précédents, même vitre fumée. Elle fit semblant de ne pas remarquer, continua son chemin. Un homme debout à l'angle semblait lire un journal, mais ses yeux suivaient chacun de ses mouvements. Elle sentit une accélération dans sa respiration. Ces gens n'avaient pas l'air de vouloir lui nuire, du moins pas directement. Mais leur présence constante était une forme d'avertissement, une manière silencieuse de lui dire qu'elle n'était pas libre d'agir. Chaque tentative de contact, chaque mouvement, chaque recherche pourrait avoir des conséquences. Le soir venu, après avoir couché Élise, Claire se connecta à un registre d'entreprise qu'elle connaissait bien. Elle y tapa le nom complet, Alexandre Dubois. Plusieurs entités apparurent, des entreprises immobilières, des holdings financières, mais aussi une société de production de biens de luxe dont le logo représentait exactement le cheval stylisé. Il ne s'agissait donc pas simplement d'un symbole décoratif, mais d'une marque déposée visible sur tous les objets du quotidien dans la maison Dubois. Elle fit défiler les articles de presse. Rien sur la disparition d'un enfant, rien sur une affaire judiciaire, mais elle tomba sur une note en bas de page d'un journal économique. Alexandre Dubois annule sa participation au gala de la Fondation pour l'enfance. Raison personnelle non spécifiée. Claire se figea. Ce gala avait eu lieu 2 jours après la découverte d'Élise. Elle retourna sur les réseaux sociaux, consulta les photos de l'événement. Dubois y était attendu comme mécène principal, mais n'était pas apparu. En revanche, un discours avait été lu à sa place par un membre du conseil. L'explication donnée était floue, sans détail. Tout cela confirmait que la disparition d'Élise était connue dans un cercle très restreint, que des mesures avaient été prises pour éviter la médiatisation. Mais aussi que la situation n'était pas totalement sous contrôle. Si elle avait échappé à leur réseau,
Si elle avait atterri chez une inconnue, cela signifiait une faille. Quelque chose s'était mal passé. Claire réfléchissait à la suite. Elle ne pouvait pas simplement aller à la police. Elle ne pouvait pas contacter la famille Dubois sans risquer une réaction agressive. Mais elle comprenait désormais une chose. Élise n'avait pas été perdue par accident. Quelqu'un l'avait laissée dehors volontairement. La question maintenant était de savoir pourquoi. La nuit tombait lentement sur Paris. Depuis la fenêtre de son appartement, Claire observait les lumières qui s'allumaient dans les immeubles voisins, les volets qui se fermaient, les silhouettes floues derrière les rideaux. Une atmosphère presque paisible, si ce n'était cette tension qui ne quittait plus son corps depuis qu'Élise était entrée dans sa vie. Elle sentait, de manière diffuse mais persistante, que chaque pas l'emmenait plus profondément dans une histoire dont les ramifications dépassaient largement le cadre d'un simple acte de solidarité. Sur la table du salon, les dessins d'Élise étaient soigneusement empilés, classés par thème. Les maisons, les voitures, les symboles. Les personnages aussi. Parmi eux, le même homme aux lunettes sombres revenait sans cesse. Et au milieu d'un dessin plus récent, un détail la frappa. Élise avait dessiné une silhouette féminine, habillée d'une robe longue et sombre, les traits durs, sans sourire, les bras croisés. À côté, une bulle contenant 3 mots écrits maladroitement. « Elle m'a prise ». Claire sentit son cœur se serrer. « Élise, tu peux venir, s'il te plaît ?» La fillette s'approcha tranquillement. Elle semblait apaisée, comme si dessiner suffisait à lui donner un sentiment de contrôle sur ce qu'elle avait vécu. « Qui est cette dame-là ?»« C'est celle qui m'a emmenée au parc. Je la connaissais pas. Elle m'a dit que papa avait besoin d'être seul et qu'on allait faire une promenade. Tu sais comment elle s'appelle ?» Élise secoua la tête. Elle parlait comme les dames de la maison, celles qui donnent des ordres. Claire comprit que ce n'était pas une inconnue, probablement une employée, peut-être une gouvernante, quelqu'un d'assez haut placé dans la hiérarchie domestique pour agir avec autorité, mais pas avec bienveillance. Elle décida d'approfondir ses recherches. Elle ouvrit son ordinateur, retourna sur les archives de presse et recommença à chercher des informations sur Alexandre Dubois, cette fois avec plus d'insistance. Après une heure de lecture, elle tomba sur une série d'articles économiques anciens évoquant un litige discret sans grand bruit médiatique autour d'un changement de direction dans une des filiales du groupe Dubois. Des tensions internes, des départs subis, des restructurations. Une note en bas de page mentionnait que certaines personnes du personnel avaient été remerciées pour des raisons de sécurité. Une autre phrase précisa que le service interne de protection du groupe avait été modifié après un incident impliquant un membre de la famille. Aucune autre précision. Mais cela suffisait à éveiller les soupçons. Claire consulta ensuite un registre des personnalités liées aux fondations privées. Elle y trouva une fiche récente d'Alexandre Dubois liée à plusieurs associations caritatives. Elle consulta également ses profils publics sur les réseaux professionnels. Et là, elle tomba sur une biographie mise à jour 6 mois auparavant. Une phrase attira immédiatement son attention. Père d'une fille, Élise, née en janvier 2019. Le choc fut immédiat. Elle n'avait jamais entendu ce nom de famille lié à Élise jusqu'à ce jour. Aucune confirmation directe. Mais cette ligne venait tout sceller. Élise était bien la fille d'Alexandre Dubois. Il n'y avait plus de doute. Tout concordait. L'âge, les descriptions, le prénom, les éléments matériels, les lieux dessinés. Ce qu'elle pressentait depuis des jours était maintenant une vérité confirmée. Claire se leva brusquement. Elle fit les 100 pas dans le salon. Elle devait agir. Mais comment? Elle savait qu'elle ne pouvait pas se présenter à la grille de la demeure Dubois sans attirer immédiatement l'hostilité, voire l'intervention des services de sécurité. Pourtant, maintenant qu'elle détenait une information aussi cruciale, elle ne pouvait plus rester immobile. Elle devait trouver un moyen de rendre Élise à son père tout en évitant le piège d'une exposition brutale ou d'un retour risqué. Elle prit son téléphone, chercha le site officiel de la holding Dubois. Sur la page de contact, un formulaire anonyme, un numéro général, une adresse mail de presse. Rien de personnel, rien qui permette d'atteindre Alexandre Dubois directement. Elle tenta d'appeler. Après plusieurs tonalités, une voix froide répondit « Groupe Dubois, bonsoir. Bonjour, je souhaite parler à quelqu'un concernant une urgence familiale. C'est au sujet d'Élise. » Un long silence, puis la voix reprit, plus sèche. « Veuillez écrire à l'adresse officielle. Nous ne traitons pas ce genre de demande par téléphone. Mais vous ne comprenez pas.
J'ai Élise avec moi. Elle est en sécurité. Elle a été retrouvée. » Le ton changea, très légèrement. Plus bas, plus prudent. « De quelle Élise parlez-vous ?»« Élise Dubois. Elle a été laissée seule dans un parc à Montmartre il y a plusieurs jours. Personne n'est venu. Aucun signalement. J'ai essayé de contacter la police. Personne n'a réagi. Je n'ai plus le choix. » Encore un silence. Plus long cette fois. Puis, soudain, la ligne fut coupée. Claire resta figée, téléphone à la main. C'était clair, quelqu'un l'avait entendu. Et quelqu'un, maintenant, allait probablement agir. Elle n'avait aucune idée de la réaction que cela allait provoquer. Un contact direct, une menace, une tentative de récupération silencieuse, tout était possible. Elle retourna voir Élise, toujours calme, en train de ranger ses feutres. « On va sortir demain, d'accord ? On va essayer de parler à ton papa. Tu crois qu'il m'a oublié ? Non. Je pense qu'il ne sait pas où tu es. Moi, je veux juste rentrer à la maison. » Cette phrase resta gravée dans l'esprit de Claire toute la nuit. Une envie simple, pure, une volonté d'enfant perdu, loin de tout, enfermée dans une situation d'adulte. Et désormais, Claire détenait une vérité qui pouvait tout changer. Mais elle n'avait aucun soutien, aucun appui, aucune protection. Elle savait que la suite serait risquée. Mais elle avait franchi une limite invisible. Le secret était entre ses mains, et il n'était plus question de reculer. Le lendemain, dès l'aube, Claire sentit une pesanteur nouvelle l'accompagner. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit, ruminant chaque possibilité, chaque danger. Devait-elle tenter d'atteindre la demeure de la famille Dubois, exposer ce qu'elle savait, ou continuer dans l'ombre, à l'abri, en essayant d'y voir plus clair? L'impérieuse volonté de rendre à Élise ce qu'elle lui avait pris, une maison, un nom, un foyer, l'emporta sur toutes les craintes. Mais elle était bien consciente qu'elle s'engageait sur un terrain glissant. Elle prépara silencieusement une petite valise, y glissa quelques vêtements pour elle et pour Élise, un imperméable, un carnet, un stylo, quelques euros. Elle prit soin de ne laisser aucune trace compromettante dans son appartement. Puis elle sortit, coiffée d'un béret simple, vêtue d'un manteau sombre. L'idée était de passer inaperçue. Mais son cœur battait fort à chacun de ses pas, comme pour lui rappeler qu'elle marchait vers l'inconnu. Le trajet jusqu'à Neuilly-sur-Seine fut long, le métro bondé, les regards curieux, pressés. À chaque station, elle redoutait un refoulement, un contrôle, l'apparition soudaine d'un homme en costume cherchant un visage. Quand elle sortit enfin à la station correspondant à la rue signalée, elle ressentit un vertige mêlé d'adrénaline, comme si elle franchissait une frontière invisible. Elle guida Élise hors de la rame, la prit par la main et marcha d'un pas rapide dans les rues cossues de la banlieue chic, entre les haies bien taillées, les façades élégantes, les voitures noires aux vitres teintées. Quand elle arriva devant la grille massive du manoir, elle ralentit, le souffle court. Des piliers de pierre soutenaient un portail aux barreaux sombres, un cheval cabré discrètement gravé sur un écusson de métal. Un garde, grand, corpulent, portant un imperméable sobre et des lunettes noires, observait les environs. Claire comprit immédiatement qu'elle était repérée. Il tourna la tête dans sa direction, ses yeux cachés derrière des verres fumés. Elle inspira profondément et s'avança vers lui, la voix légèrement tremblante, mais assurée. « Bonjour. Je suis... Madame Dubois m'a contacté ce matin. Je suis une amie de la famille, un peu en retard pour ma première visite. » Le garde ne dit rien immédiatement. Il resta immobile, le visage impassible. Claire sentit la tension monter. Derrière la grille, d'autres silhouettes accusèrent le portail. Un second garde, plus jeune, observait depuis la voiture noire garée à l'entrée, moteur éteint. Les fenêtres sombres ne laissaient rien deviner. « Madame Dubois ne m'attend pas », acquiesça enfin le garde. « Ce manoir est privé. Vous ne pouvez pas entrer. »« Mais j'ai une lettre, » répondit Claire, cherchant dans son sac, faisant mine de fouiller. « Elle m'invite à rencontrer Monsieur Dubois. » Elle sortit un bout de papier improvisé, mal écrit, qu'elle brandit comme une carte. Le garde jeta un regard rapide, ses épaules se raidissant. Il secoua la tête. « Cela ne suffit pas. Veuillez vous éloigner. Vous devez quitter les lieux. » Un froid glacial traversa Claire. Elle recula d'un pas, ses yeux capturant des détails. La plaque d'immatriculation de la voiture noire, une berline allemande au sigle discret, les chaussures cirées du garde, la rigueur militaire de sa posture. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple refus, mais d'une mise en garde. Un silence lourd s'installa entre eux, comme si le domaine même retenait son souffle. Son cœur battait. Elle fit un pas en arrière, prit Élise par la main et, sans détour,
rebroussa chemin. Derrière elle, elle entendit le cliquetis d'un portail se refermant, un bruit métallique presque menaçant. Elle leva les yeux. Un agent de sécurité masqué avait déclenché le verrou électronique. Elle sentit brusquement l'angoisse l'envahir. Non seulement l'entrée lui avait été refusée, mais la maison venait de se fermer sur elle et sur la vérité qu'elle cherchait. Le retour fut silencieux. Sur le trottoir, une sensation d'être observée la poussa à regarder autour d'elle. Mais rien n'avait changé. Les passants continuaient de marcher, indifférents, absorbés par leur quotidien. Pourtant elle sut, sans l'ombre d'un doute, qu'elle était suivie. L'ombre d'une voiture noire, le même modèle aperçu à l'entrée du manoir, glissa lentement dans son champ de vision puis disparut. Elle accéléra le pas, tenait Élise serrée, pressa le pas jusqu'à la station de métro. Elle ne se retourna pas. De retour dans son petit appartement, les jambes flageolantes, elle verrouilla la porte, tira les rideaux. Elle resta immobile plusieurs minutes, le souffle court, le cœur en alerte. Elle prit son téléphone, hésita. Ses doigts tremblaient trop pour composer un numéro. Finalement, elle posa l'appareil, les yeux fixés sur Élise, endormie sur le canapé, son visage enfantin, paisible mais vulnérable. Elle comprit que les enjeux venaient de se dévoiler, que ce n'était pas seulement une affaire d'enfant perdu, mais quelque chose de beaucoup plus sombre, de profondément organisé, avec des lois, des gardes, des menaces silencieuses. Et puis, tard dans la nuit, le téléphone vibra. Un appel en provenance d'un numéro masqué. Elle hésita, la main suspendue. Finalement, elle décrocha. « Madame, Claire, je vous conseille de ne pas continuer. Vous avez déjà observé trop, photographié trop. Vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. » La voix, grave, neutre, impitoyable, comme si elle sortait d'un pupitre invisible, une autorité sans visage. Claire sentit une sueur froide la traverser. Elle referma les yeux un instant, cherchant une force, une raison de ne pas céder. Mais la voix continua. « Rendez l'enfant. Faites ce pour quoi vous avez été engagé, ou vous en subirez les conséquences. » Un silence. Puis le clic. L'appel coupé. Claire resta figée, le téléphone serré dans la main. L'évidence s'imposa. Elle ne luttait pas seulement contre le silence, mais contre la peur, contre le pouvoir. Elle n'avait aucun soutien, personne pour la protéger, aucun recours. Mais elle avait une promesse faite à une enfant. Et, même si la nuit semblait devenir plus noire, même si l'ombre qu'elle avait réveillée paraissait immense, elle serra les mâchoires. Elle n'abandonnerait pas tant qu'Élise ne serait pas en sécurité. Noirceur, menace, surveillance. Le risque était réel. Mais elle n'avait plus le droit de reculer. Les jours suivants s'écoulèrent dans une tension constante. Claire évitait désormais certains trajets, changeait ses itinéraires, regardait par-dessus son épaule à chaque coin de rue. Le silence de la famille Dubois, la menace téléphonique, le refus d'accès à la propriété, tout cela laissait planer un climat de menace sourde. Mais malgré la peur croissante, une seule idée persistait dans son esprit. Élise n'avait pas été perdue par accident. Ce qu'elle avait vécu ressemblait de plus en plus à un enlèvement, mais un enlèvement étrange, incomplet, presque sans logique apparente. Elle décida alors de questionner ceux qui avaient peut-être aperçu Élise dans un autre contexte, bien avant leur rencontre. Le café où elle travaillait, bien que modeste, avait vu défiler de nombreux clients aux histoires diverses, souvent liées à des événements privés du quartier. Elle profita de l'après-midi pour passer y récupérer un effet personnel, prétextant une visite de routine. Marc, son patron, lui lança un regard sceptique, mais ne dit rien. Il semblait soulagé de ne plus avoir Élise dans les parages, mais visiblement toujours sur ses gardes. Dans l'arrière-salle, Claire croisa Mireille, une ancienne serveuse du café, aujourd'hui employée dans le service traiteur d'un hôtel de luxe à proximité. Elles échangèrent quelques banalités, puis Claire aborda le sujet avec précaution. « Tu te souviens de cette petite Élise, celle que j'ai trouvée près du square? Elle est encore chez moi. » Mireille fronça les sourcils, pencha la tête comme pour chercher dans sa mémoire. « Élise. Oui, je crois que je l'ai déjà vue. Attends. » Elle s'approcha, baissa la voix. « Je crois que c'était lors d'une réception privée. Une très grosse soirée, organisée dans un hôtel particulier dans le 16e. Beaucoup de sécurité, des noms discrets, mais du très haut niveau. Je servais au buffet. Il y avait une petite fille qui ressemblait énormément à celle que tu décris, vêtue de blanc, ruban dans les cheveux, accompagnée d'une femme autoritaire, pas sa mère, sûrement une gouvernante.
Claire sentit un frisson la parcourir. « Tu te souviens de qui organisait cette réception ? Je me rappelle avoir entendu le nom Dubois, mais c'était à voix basse. Les chefs disaient tous que c'était un gros poisson, qu'il fallait faire profil bas. Est-ce que la petite parlait? Elle semblait bien traitée. Franchement, elle semblait sage, mais pas très joyeuse. Pas mal d'adultes la regardaient avec distance, comme si elle gênait. À un moment, j'ai vu une autre femme, pas la gouvernante, se pencher vers elle et lui murmurer quelque chose. Élise s'est figée, comme si elle venait d'entendre une menace. Claire sentit une colère sourde monter. Cela confirmait ce qu'elle soupçonnait. Élise n'était pas seulement mise à l'écart. Elle faisait l'objet de tensions, peut-être d'un conflit au sein même de sa propre famille. Peut-être que la fillette était devenue un moyen de pression, une pièce dans un jeu interne de pouvoir. De retour chez elle, elle observa Élise qui dessinait encore, comme à son habitude. Claire s'assit doucement près d'elle. « Tu te souviens de la dernière fête à laquelle tu as assisté avec ton papa ?» Élise releva les yeux, hésita, puis hocha lentement la tête. Il y avait beaucoup de gens, des musiques fortes, des dames qui sentèrent fort, et une qui m'a dit de ne pas bouger, que si je faisais du bruit, papa aurait des problèmes. Tu la connaissais? Non, elle était jolie. Mais elle souriait jamais. Et après cette fête, qu'est-ce qu'il s'est passé? On est rentré, mais pas chez moi. Elle m'a emmené dans un autre endroit. Il n'y avait pas de jouets, pas de papa. Elle m'a gardé là un peu. Claire écoutait chaque mot avec attention. C'était clair désormais. Élise avait été retenue, probablement par cette même femme qui l'avait ensuite laissée dans le parc. Il ne s'agissait pas d'un accident ou d'un oubli. Mais ce qui restait trouble, c'était la finalité. Pourquoi cette retenue? Pourquoi ne pas avoir demandé de rançon, contacté les autorités, revendiqué l'enlèvement? Tout indiquait que cela n'était pas un crime au sens classique, mais une manœuvre de pouvoir, interne, étouffée, orchestrée pour ne jamais apparaître en public. Claire fouilla ses propres souvenirs, cherchant à se rappeler d'un détail, d'une anecdote partagée par un client, d'un article lu à la volée. Et soudain, elle se souvint. Une ancienne collègue, Justine, avait brièvement travaillé comme aide ménagère dans une maison luxueuse à Neuilly. Elle l'appela immédiatement. « Justine, je sais que c'est bizarre, mais tu aurais travaillé chez la famille Dubois par hasard ?» Silence à l'autre bout du fil, puis une réponse hésitante. « Pourquoi tu demandes ça? J'ai quelque chose d'important à vérifier. Je peux te faire confiance ?» Un autre silence, puis « J'y ai travaillé, oui, quelques mois. Je suis parti vite. Trop de secrets, trop de pression. Et une ambiance pesante, surtout autour de la petite. Elle avait toujours une nounou différente. Il y a eu une rumeur qu'une des nounous avait été virée après une dispute avec un membre de la famille. Il paraît qu'elle aurait été accusée de vouloir nuire à l'image du père, ou même de faire parler la presse. Tu te souviens de son nom? Non, juste qu'elle n'était pas française. Accent d'Europe de l'Est, très protectrice avec l'enfant. Trop, peut-être. Ça n'a pas plu. Claire comprit alors qu'il y avait probablement eu plusieurs tentatives pour isoler Élise, et qu'une personne, peut-être la même gouvernante aperçue par Mireille, avait décidé de franchir une ligne, écarter l'enfant temporairement pour envoyer un message. Mais le message, à ce jour, n'était pas clair. Et surtout, il semblait s'être retourné contre ses auteurs. Elle savait maintenant que la disparition d'Élise n'était pas une question d'argent, ni un acte isolé d'un inconnu. C'était un acte prémédité, silencieux, conçu pour ne laisser aucune trace. Une punition, un avertissement, un levier dans une lutte que personne ne devait voir. Et au milieu de tout cela, Claire, une serveuse ordinaire qui s'était contentée de faire ce qui lui semblait juste et qui se retrouvait plongée dans un réseau de secrets, de silences et de regards hostiles. Elle se leva, rangea les dessins, verrouilla les fenêtres. Elle savait que désormais, chaque geste devait être calculé. Elle ne pouvait plus se permettre d'être une simple observatrice. Elle devait choisir, rendre Élise maintenant, au risque de la renvoyer dans un environnement toxique ou forcer le destin en allant jusqu'au bout. Elle n'était pas préparée à être une protectrice, encore moins une enquêtrice, mais elle n'avait plus le luxe de l'hésitation. Claire, désormais bien au-delà des frontières de la prudence, se sentait prise au piège dans une réalité qui n'était plus la sienne. Elle avait voulu faire ce qui lui semblait juste, tendre la main à une enfant perdue, mais chaque pas l'avait entraînée plus profondément dans un engrenage opaque. Ce qui, au départ, ressemblait à une disparition malheureuse, avait révélé des couches entières de dissimulation, de conflits internes et de jeux de pouvoir, dont Élise semblait être la cible involontaire.
Le 9e jour, tandis qu'elle nettoyait l'appartement, tentant de garder une apparence de normalité dans un quotidien totalement déformé, Claire tomba sur un objet inattendu. La petite valise d'Élise, celle que la fillette n'avait jamais vraiment touchée, contenait une poche intérieure soigneusement cousue. Elle y sentit une forme rigide. En la décousant, elle découvrit un petit objet métallique, une fine plaque gravée avec les initiales A, D, accompagnée d'une date ancienne. Au dos, un bouton presque invisible. Elle appuya. Un clic discret résonna, puis un grésillement. L'objet était un enregistreur vocal. Elle l'activa, le cœur battant, consciente que ce qu'elle allait entendre pouvait changer toute la perspective des derniers jours. Une voix féminine, sèche et posée, s'éleva, légèrement déformée par le temps et l'enregistrement. Il ne comprend toujours pas. Il croit pouvoir continuer à gérer seul. Mais l'image ne suffit plus. Nous avons besoin d'un signal fort. Utilise la petite. Pas pour lui nuire, mais pour l'avertir. Qu'il sache que ses choix ont un prix. Pas de violence, juste un déplacement. Temporaire. Le temps qu'il fléchisse. Puis une autre voix, plus jeune, hésitante. Et si ça va trop loin? Si elle parle? Elle est trop jeune pour comprendre. Et de toute façon, il ne doit pas y avoir de traces. Juste un vide. Un rappel silencieux. Le silence revint, lourd. Claire resta figée, tenant l'appareil dans sa main comme si elle venait de toucher un fil électrique à nu. Ce n'était plus une simple hypothèse. C'était la confirmation que l'enlèvement avait été orchestré de l'intérieur, que des femmes proches de la famille Dubois, peut-être des parentes, des collaboratrices de haut niveau ou des membres de la maison, avaient décidé de se servir d'Élise comme d'un levier contre Alexandre Dubois lui-même. Mais ce qui frappait le plus Claire, c'était la froideur de l'exécution. Pas de demande de rançon, pas d'exposition, pas de scandale, juste une absence. Une manière de rappeler à un homme de pouvoir que rien, pas même sa fille, n'était hors de portée. L'enfant avait été utilisé comme un message, un avertissement silencieux, un pion dans une bataille dont elle ne pouvait ni comprendre les règles, ni choisir le rôle. Claire copia immédiatement l'enregistrement sur une clé USB. Elle savait que garder l'objet original était risqué. Elle fit plusieurs copies, dissimula les clés dans des endroits différents de l'appartement. Puis, après une longue hésitation, elle en envoya une à une ancienne amie journaliste, Alice, avec un message bref. À écouter immédiatement. Ne partage pas encore. Si tu n'as pas de nouvelles de moi sous 48 heures, fais-en ce que tu dois. Puis elle prit Élise, l'habilla chaudement, et elles sortirent. Elle voulait croiser du monde, être visible, gagner du temps. Elle évita les rues trop calmes, marcha dans les grands boulevards, s'arrêta dans une librairie, un café, un square très fréquenté. Chaque mouvement était une stratégie pour ne pas être facilement isolée. De retour chez elle, elle vérifia à nouveau les messages. Rien. Pas d'appel, pas de réponse à son envoi. Mais elle savait que c'était une question de temps. Soit la journaliste comprendrait l'enjeu et accepterait de garder le secret, soit quelqu'un intercepterait l'information. Dans les deux cas, le compte à rebours avait commencé. Elle sentit alors que le moment était venu de confronter la vérité. Il n'était plus question de prudence. Si Alexandre Dubois ignorait vraiment ce qui était arrivé à sa fille, alors il devait savoir. Et s'il le savait mais gardait le silence, alors elle devait le forcer à sortir de sa posture. Le seul moyen désormais était de créer une scène publique, un lieu où la vérité ne pourrait pas être étouffée. Elle consulta en ligne l'agenda des apparitions publiques de Dubois. Malgré sa discrétion habituelle, il devait prendre la parole lors d'un événement économique dans 3 jours, à la maison de la Mutualité, dans le 5e arrondissement. Ce serait sa chance. La seule. Pendant les 2 jours suivants, Claire prépara Élise sans rien lui dire. Elle lui donna des repères, lui montra des photos de son père, lui expliqua calmement qu'elles allaient bientôt le retrouver. La fillette réagit avec une maturité troublante. « Tu crois qu'il m'a oublié ?»« Non, Élise. Je crois qu'on l'a empêché de te chercher. » « Il sera fâché ?»« Non, il sera soulagé. Et triste aussi, mais heureux de te voir. » Le matin du 3e jour, elles partirent tôt. Claire avait cousu la clé USB contenant la copie de l'enregistrement dans la doublure de sa veste. Elle avait aussi imprimé un résumé chronologique des événements, sans accusation directe, juste des faits. Une manière de montrer, si besoin, qu'elle n'agissait pas par caprice, mais par devoir. À leur arrivée devant la maison de la Mutualité, une foule commençait déjà à se former.
Journaliste, entrepreneur, assistant, invité en costume. Elle repéra plusieurs agents de sécurité, puis l'entrée principale, d'où Alexandre Dubois devait sortir après son discours. Elle choisit de ne pas entrer. Elle attendrait qu'il sorte. C'était plus risqué, mais elle voulait le confronter au grand jour, là où personne ne pourrait la faire taire sans témoin. Élise restait calme, serrant la main de Claire, observant les alentours avec une curiosité silencieuse. Claire sentait la tension monter, un pas de travers, un geste mal interprété, et tout pouvait basculer. Mais elle était prête à affronter les regards, à supporter les conséquences. Parce qu'au fond, tout ce qu'elle voulait, c'était que cet enfant cesse d'être un pion invisible, et qu'elle redevienne, aux yeux du monde, ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, une petite fille avec un prénom, une histoire, un père. Le moment tant redouté approchait. Claire, postée à l'extérieur de la maison de la Mutualité, tenait la main d'Élise comme on retient un souffle. Autour d'elle, la foule s'était densifiée. L'événement économique auquel Alexandre Dubois participait battait son plein à l'intérieur, inaccessible pour celles qui, comme Claire, n'avaient ni badge ni invitation. Des hommes en costume s'agitaient, échangèrent des cartes, discutaient à voix basse. À la sortie, plusieurs gardes surveillaient les lieux, communiquant discrètement par oreillette. Claire avait tout prévu, sauf ce qu'elle ressentait à cet instant précis. Une peur viscérale, non pas pour elle, mais pour Élise. Elle avait mené cet enfant jusqu'à ce point critique, et désormais, plus aucun retour n'était possible. Soit Dubois reconnaîtrait sa fille et interviendrait, soit il serait rapidement isolé, maîtrisé, peut-être même accusé. Elle savait que les puissants disposaient de moyens pour tordre la vérité à leur avantage, et elle ne possédait qu'une seule arme, la présence vivante, indiscutable, d'Élise. Les minutes passaient. Claire tenait prête la feuille imprimée avec les faits chronologiques de la disparition et une copie de la photo de la fillette. Elle gardait dans sa veste la clé USB contenant l'enregistrement qui prouvait l'implication de membres proches de la maison Dubois. Elle n'avait pas l'intention de l'utiliser publiquement, mais si nécessaire, ce serait son dernier recours. Puis, les portes vitrées de l'entrée s'ouvrirent. Une agitation subite. Les regards convergèrent. Un petit groupe d'hommes émergea du bâtiment, précédé par des membres de la sécurité. Claire le vit immédiatement. Grand, élégant, le visage tendu, vêtu d'un costume sombre sobre, Alexandre Dubois saluait brièvement quelques journalistes, refusa poliment les questions et s'apprêtait à monter dans une voiture stationnée à quelques mètres de l'entrée. Claire se redressa. Son cœur tambourinait. Elle serra la main d'Élise. « C'est lui, murmura-t-elle. Regarde bien. C'est ton papa. » Élise leva les yeux, plissa les paupières. Un court instant de flottement. Puis, d'une voix fragile mais chargée d'émotion, elle cria « Papa !» Le cri transperça le brouhaha ambiant. Les têtes se tournèrent. Dubois s'arrêta net. Claire sentit les regards converger. Les agents de sécurité se raidirent. Un second cri, plus fort. « Papa, c'est moi, c'est Élise !» Dubois fit volte-face. Ses yeux balayèrent la foule, incrédules. Puis il la vit. L'enfant, sa fille. Ses traits se figèrent. Il lâcha la poignée de la voiture, fit un pas puis un autre. Les agents, surpris, tentèrent de le retenir. Il les repoussa d'un geste sec. Il traversa la distance qui les séparait et s'agenouilla. « Élise ? Mon Dieu !» Il ouvrit les bras. La fillette se jeta sur lui, l'enlaça avec une force que seule la peur longue pouvait nourrir. Dubois la serra contre lui, la tête enfouie dans ses cheveux, le visage ravagé par l'émotion. Aucun mot, seulement des respirations saccadées, des mains tremblantes, une étreinte suspendue dans le vacarme. Claire, figée, regardait la scène sans oser bouger. Des flashs crépitaient déjà, les journalistes s'étaient rapprochés. Dubois se releva lentement, tenant Élise dans ses bras. Il leva les yeux vers Claire. Leurs regards se croisèrent. Il ne demanda rien. Il fit un signe discret à ses agents, leur indiquant de la laisser approcher. « Vous l'avez gardée ? Depuis tout ce temps ? Je l'ai trouvée près d'un parc à Montmartre. Personne ne la cherchait. J'ai essayé d'appeler la police. J'ai même tenté de vous joindre. J'ai dû la garder pour sa sécurité. » Il hocha la tête, regardant Élise, qui s'était calmée mais ne le lâchait pas. Puis, d'un ton bas, presque murmuré, « Venez avec moi, maintenant. » Elle le suivit sans discuter. Ils montèrent ensemble dans la voiture. Un silence tendu les accompagna pendant les premiers instants du trajet.
Élise s'endormit presque immédiatement, la tête posée contre le torse de son père, apaisée pour la première fois depuis des jours. La voiture roulait à travers les rues de Paris. Claire observait Alexandre Dubois, son visage marqué par la fatigue, les cernes, la colère retenue. Elle sentait qu'il se contenait, pesait chaque respiration, chaque silence. « Pourquoi personne n'a lancé d'alerte ?» demanda-t-elle enfin. Il tourna lentement la tête vers elle. Son regard n'était ni hostile, ni méfiant. Il était habité d'une tristesse froide, d'une lucidité douloureuse. Parce que je ne pouvais pas, parce que si j'avais crié sa disparition, j'aurais mis sa vie en danger. Vous avez découvert des choses, n'est-ce pas? Elle acquiesça. J'ai entendu un enregistrement. Je le savais. Vous saviez qui l'avait emmené? Non, je soupçonnais. J'avais des pistes, mais pas de preuves. Pas de moyen de les affronter sans risquer un scandale, ou pire, sans qu'ils se vengent sur elle. Ils savent que je suis vulnérable à cause d'elle. Claire comprenait enfin. Le silence, la lenteur, l'inaction apparente. Tout était stratégie. Il avait dû se taire pour préserver sa fille, même si cela signifiait l'abandonner temporairement. Ce qu'elle avait pris pour du désintérêt n'était qu'une forme extrême de protection. « Je suis désolé que vous ayez eu à porter tout cela, dit-il, mais vous avez fait ce que je n'ai pas pu faire moi-même. Je n'ai fait que ce qui me semblait juste. Et c'est exactement ce qui manque dans ce monde. » La voiture s'arrêta devant un immeuble discret, protégé, situé dans un quartier calme, loin de l'agitation. Ils entrèrent par une porte secondaire, protégée par un système de sécurité biométrique. Claire suivait, un peu perdue, mais déterminée à aller jusqu'au bout. Dans une pièce feutrée, au mobilier sobre mais luxueux, Dubois fit coucher Élise sur un canapé, la recouvrant d'un plaid. Il invita Claire à s'asseoir, lui servit un verre d'eau. Puis, s'asseyant en face d'elle, il reprit « Je vais m'occuper de tout maintenant. Je vais m'assurer que ceux qui ont fait cela soient écartés, discrètement. Je ne peux pas vous promettre un procès, ni des révélations publiques, mais je vous promets que justice sera rendue à ma manière. Et moi, je n'ai jamais voulu entrer dans cette histoire, mais je suis impliqué maintenant. C'est pour cela que vous ne repartirez pas seul. Votre sécurité est désormais ma responsabilité. » Claire hocha lentement la tête. Elle ne savait pas ce que cela signifiait exactement. Mais elle comprenait une chose. La vérité avait été dévoilée. Élise avait retrouvé son père. Et elle, la serveuse anonyme d'un café de Montmartre, venait de renverser un jeu de silence et de pouvoir auquel elle n'avait jamais appartenu. Elle n'était plus seule. Mais elle savait que le plus dur restait à faire. La pièce baignait dans une lumière tamisée, filtrée par de lourds rideaux gris tirés à moitié. L'air était calme, presque trop, contrastant violemment avec la tension accumulée dans les jours précédents. Claire était assise sur un fauteuil de cuir discret, Élise profondément endormie sur le canapé adjacent et Alexandre Dubois en face d'elle, le dos droit, les mains croisées. L'homme semblait vidé mais plus lucide que jamais. Sa voix, lorsqu'il reprit la parole, était posée, nette, détachée de toute hésitation. « Ce que je vais vous dire ne peut pas sortir d'ici. » Claire acquiesça en silence. « Pendant les derniers mois, j'ai reçu plusieurs avertissements, pas publics, des signes, des incidents déguisés en accidents, des erreurs de calendrier, des décisions prises sans mon approbation dans certaines branches de mes entreprises. Au début, je pensais à des conflits d'intérêts internes, de la simple ambition déplacée. Mais j'ai compris assez vite que cela allait au-delà. Il y avait une logique, une stratégie. Ils voulaient me déstabiliser. Moi. Pas l'entreprise. Moi, personnellement. » Il s'interrompit un instant, regarda Élise dormir, le visage paisible. Puis il reprit « La mère d'Élise est morte peu après sa naissance. Un accident, tragique, mais sans zone d'ombre. Depuis, j'ai fait ce que j'ai pu pour concilier mon rôle de père et celui d'homme d'affaires. Mais la vérité, c'est que cette double vie a créé des fissures dans mon entourage professionnel, dans ma famille étendue. Certains estimaient que je devenais vulnérable, que ma sensibilité était un problème. Ils ont vu Élise comme un point faible. Claire sentit un nœud dans la gorge. Ce qu'elle soupçonnait prenait une forme concrète, brutale. J'ai reçu un message codé, il y a 2 semaines, une photographie d'Élise en train de jouer dans notre jardin, prise depuis un angle impossible, accompagnée d'une note. Ce que l'on protège peut aussi nous affaiblir. J'ai compris immédiatement. C'était un avertissement. Mais je n'ai pas agi. J'ai renforcé la sécurité. J'ai remplacé 2 membres du personnel.
J'ai tenté de verrouiller ce que je pouvais, mais cela n'a pas suffi. Claire baissa les yeux. Et le jour où elle a disparu, j'ai été prévenu par un silence. Sa gouvernante attitrée était introuvable. L'alarme intérieure avait été désactivée pendant exactement 8 minutes. Aucune effraction, juste un vide. Comme si quelqu'un qui connaissait parfaitement la maison et nos routines avait orchestré un enlèvement sans fracas. La panique a été immédiate. Mais impossible d'en parler. J'ai alerté mes équipes de sécurité privées. Aucun recours officiel. Pas sans risquer de déclencher ce que je redoutais le plus, qu'ils l'utilisent contre moi publiquement. Un chantage, une humiliation, une brèche dans une réputation construite depuis des décennies. Vous avez donc choisi le silence. J'ai choisi la dissimulation. J'ai payé des spécialistes pour fouiller discrètement les environs. Rien, pas une trace, pas un signal. Et puis, vous êtes apparu. Il posa sur la table basse une feuille imprimée. C'était une image captée par une caméra de surveillance urbaine, montrant Claire marchant main dans la main avec Élise, quelques jours plus tôt. Nous vous avons identifié, mais nous ne savions pas qui vous étiez. Une menace? Une complice? Une simple passante? J'ai demandé à mes équipes de vous suivre, sans vous interférer. Observer. Comprendre. Vous m'avez laissé seul avec elle. Parce que dès les premières heures, vous n'avez rien tenté de mal. Vous l'avez protégée. Vous avez même essayé de me contacter. C'est là que j'ai compris que vous étiez notre seule variable non contrôlée. Et donc, potentiellement la seule issue. Claire se redressa, prise entre la colère et la compréhension. Vous me suivez, vous m'observez, vous m'exposez au danger. Et maintenant, vous parlez de justice silencieuse. Parce que dans mon monde, les tribunaux ne servent pas à tout. Vous croyez qu'un procès réparerait ce qu'on a fait à Élise? Que l'opinion publique pourrait être une arme utile? Non. Ce serait un désastre. Pour elle, pour moi, pour vous, pour tous ceux que cette histoire toucherait. Et donc je vais agir autrement, en privé, avec les moyens dont je dispose. Ceux qui ont ordonné cette opération seront identifiés. Leurs rôles seront effacés de toute influence. Ils perdront ce qu'ils chérissent, leur pouvoir, leur réseau, leurs privilèges. Claire sentit un mélange de soulagement et de frustration. Et moi, dans tout cela, vous avez exposé votre vie pour une enfant qui ne vous devait rien. Vous avez agi avec une humanité que peu possèdent. Vous n'êtes pas oublié, vous ne le serez pas. Il se leva, alla chercher une enveloppe scellée qu'il tendit à Claire. Voici une proposition. Elle n'est pas une récompense. Elle est une suite logique, une opportunité, une place au sein d'une de mes fondations, pas sous mon nom, pas sous votre nom actuel, une autre vie, plus discrète mais plus utile. Claire prit l'enveloppe, la garda fermée. Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste une serveuse qui a refusé de détourner les yeux. Et c'est exactement pour cela que vous êtes la personne qu'il me fallait. Un silence s'installa. Élise dormait toujours. Claire se leva, jeta un dernier regard à l'enfant. Je n'ai jamais voulu entrer dans vos affaires. Je voulais juste qu'elle soit en sécurité. Et elle le sera. À partir de maintenant. Claire quitta la pièce, l'esprit agité, le cœur battant, une nouvelle certitude s'imposant à elle. L'ombre s'était retirée, non par justice, mais par peur. Elle avait été le catalyseur involontaire d'un rééquilibrage silencieux du pouvoir. Rien ne serait jamais rendu public. Aucune reconnaissance ne viendrait. Mais quelque chose avait changé. Dans les coulisses d'un empire, une voix s'était levée, et elle avait été entendue. Le lendemain matin, Paris s'éveilla avec cette lumière terne typique de l'hiver qui approche. Les rues, encore humides des pluies nocturnes, dégageaient cette odeur de pierre froide mêlée au café du matin qui s'échappait des boulangeries. Claire, seule dans son petit appartement pour la première fois depuis plusieurs jours, ressentit une sensation étrange. Un silence véritable, presque dérangeant après tant de journées pleines de tensions, de murmures, de surveillance et d'urgences improvisées. La présence d'Élise, devenue une constante dans son quotidien, s'était effacée aussi brutalement qu'elle était apparue. Non pas dans le vide, mais dans un contexte désormais protégé, encadré, réintégré. Elle avait quitté la résidence de Dubois sans faire d'adieu long. Élise, encore endormie ce matin-là, n'avait pas vu Claire partir. Dubois lui avait assuré que leur lien ne serait pas rompu, qu'elle pourrait revoir la fillette, qu'un contact serait maintenu. Mais Claire n'attendait aucune promesse. Ce qu'elle avait vécu n'appartenait déjà plus au monde ordinaire. Elle avait été témoin et actrice d'un épisode
qui n'aurait jamais dû lui appartenir. Et pourtant, elle avait tenu son rôle jusqu'au bout. L'enveloppe remise par Dubois reposait sur sa table depuis la veille. Elle ne l'avait pas encore ouverte. Elle connaissait son contenu sans avoir besoin de le lire. Un emploi dans une des fondations humanitaires privées soutenues par le groupe Dubois. Une structure discrète mais bien financée qui s'occupait de l'enfance en danger, en particulier dans les zones urbaines sensibles. Une manière élégante de la remercier sans la mêler davantage aux ramifications du nom Dubois. Ce jour-là, elle retourna au café de Montmartre, celui qu'elle avait quitté précipitamment avec Élise. Elle n'y allait pas pour reprendre son poste. Elle voulait simplement revoir le lieu où tout avait commencé, poser un dernier regard sur les gestes anciens, les tables en bois, les clients silencieux, le comptoir familier. Marc, surpris de la voir, haussa les épaules mais la laissa passer sans commentaire. Il savait, d'une certaine façon, qu'elle ne serait plus la même. Les habitués, eux aussi, la saluèrent d'un signe de tête respectueux, presque pudique. Les murmures s'étaient tus. La présence d'Élise avait disparu, mais le mystère, lui, avait marqué les esprits. Claire passa un moment seule, assise à la même table où elle avait offert le premier chocolat chaud à la fillette. Elle revoyait les petites mains crispées sur la tasse, le regard égaré vers la rue, la voix douce et incertaine. Puis elle se leva, adressa un simple merci au personnel et quitta les lieux sans se retourner. Les jours suivants furent consacrés à une série de démarches pratiques. Claire rendit son appartement, triant soigneusement ses affaires. Elle avait décidé d'accepter l'offre de Dubois, pas pour le prestige, ni pour la sécurité financière que cela représentait, mais parce qu'elle avait compris, dans les yeux d'Élise, ce que c'était que de ne pas être vue, de ne pas être entendue, de n'être qu'un objet parmi des enjeux qui dépassent l'enfance. Elle avait compris que, sans intervention, des centaines d'autres enfants pourraient vivre des histoires similaires, dans l'ombre, sous l'emprise de ceux qui pensent pouvoir manipuler l'humain comme un actif stratégique. Elle rejoignit donc l'équipe de la Fondation. Son rôle n'était pas de figurer sur les brochures, ni de diriger les grandes lignes. Elle opérait en soutien des missions locales, visitait des écoles, des centres sociaux, intervenait dans des situations complexes, souvent en lien avec des services sociaux débordés. Son expérience unique avec Élise la rendait précieuse, mais elle n'en parlait jamais. Le nom de la fillette ne franchissait pas ses lèvres. Il restait un secret partagé avec une poignée d'individus, un souvenir vivant mais silencieux. Dans ce nouvel environnement, Claire découvrit une autre forme de solitude, moins pesante, plus utile. Elle n'était plus l'employée discrète d'un café de quartier, mais elle n'était pas non plus une fonctionnaire ou une exécutante d'un grand groupe. Elle était entre les mondes, comme si cette expérience l'avait installée dans une zone neutre, où les titres importaient moins que les intentions. Les semaines passèrent, son quotidien se stabilisa. Elle déménagea dans un appartement plus spacieux, situé dans un quartier plus calme, avec une bibliothèque à 2 rues, un parc pour enfants et une épicerie ouverte tard. Elle gardait un rythme régulier, se levait tôt, organisait des visites, répondait aux besoins du terrain. Ses collègues la respectaient sans chercher à tout savoir. Son sérieux et sa discrétion faisèrent d'elle une figure fiable, un pilier discret de cette fondation qui avait pour mission d'apporter du concret là où l'abstrait ne suffisait plus. Élise ne disparut jamais totalement de son horizon. Quelques semaines après leur séparation, Claire reçut un dessin par courrier. Aucun mot, juste une maison, un arbre, une petite silhouette brune, à côté d'une grande aux cheveux blonds, 2 soleils dans le ciel, et dans un coin, un petit cheval stylisé. Elle reconnut immédiatement les traits de la fillette, sa manière de faire briller les yeux avec 2 petits points blancs. Ce fut leur premier échange à distance. Puis, 1 mois plus tard, une invitation. Simple, manuscrite. « Viens me voir dimanche après-midi. Papa dit que c'est possible maintenant. » Signé Élise. Claire s'y rendit sans hésiter. La maison avait changé d'ambiance. Plus de silence pesant, plus de garde visible, plus de tension palpable. L'atmosphère était familiale, simple, authentique. Élise l'attendait dans le jardin, les bras ouverts. Leurs retrouvailles furent naturelles, sans effusion inutile. Une évidence. Depuis, cette routine s'était installée. Un dimanche sur 2, Élise passait l'après-midi avec Claire. Elle lisait, dessinait, marchait. Elle ne parlait jamais du parc, du silence, du danger. Elle vivait l'instant, dans une complicité paisible que rien n'ébranlait.
Claire n'avait pas cherché à obtenir quoi que ce soit de cette aventure. Elle n'avait pas réclamé de reconnaissance, de privilèges, ni d'histoire à raconter. Elle avait seulement suivi une intuition, un appel humain, et au bout du chemin, elle avait trouvé non pas une récompense mais un rôle nouveau, un chemin où sa présence avait un poids réel, une utilité concrète. Et dans chaque regard d'enfant qu'elle croisait désormais, elle cherchait ce qu'elle avait vu ce jour-là chez Élise, un éclat de confiance silencieuse, une demande muette d'attention et la possibilité, fragile mais tenace, d'être entendue. Le soleil brillait faiblement ce matin-là, filtré par un voile de nuages bas typique de la fin d'automne. Les pavés de Montmartre étaient encore humides de la pluie tombée durant la nuit, et l'air portait cette odeur familière de feuilles mortes et de pain chaud que Claire connaissait bien. Elle gravit lentement la rue Caulaincourt, ses pas la menant sans hésitation vers un lieu qu'elle n'avait plus fréquenté depuis plusieurs mois. Le café de l'Aube se dessinait au coin de la rue, toujours aussi discret, avec ses rideaux beiges et ses chaises en rotin qui n'avaient pas bougé. Ce n'était pas la nostalgie qui la ramenait là, ni un besoin de revivre quelque chose du passé. C'était un simple besoin de constater, de voir de ses propres yeux ce que le temps avait laissé intact. En franchissant la porte, une clochette familière tinta au-dessus d'elle. Le bruit fit remonter un flot de souvenirs silencieux, les matins pressés, les cafés servis aux mêmes clients fidèles, les conversations discrètes, les heures passées à observer la vie passer de l'autre côté de la vitre. Marc, toujours derrière le comptoir, leva les yeux de son journal. Il la reconnut immédiatement, esquissa un sourire bref, sincère, sans mots superflus. Il hocha simplement la tête. « T'as pas changé. Toi non plus. » Elle s'installa à la même table que celle où Élise avait bu son premier chocolat chaud en sa compagnie. Elle ne venait pas pour reprendre sa place. Elle n'était plus celle qu'elle était avant. Mais quelque chose dans ce lieu l'aidait à mesurer la distance parcourue. Le café arriva rapidement, servi par une jeune serveuse qu'elle ne connaissait pas. Claire remercia d'un murmure. Les gestes simples, les visages familiers, tout lui semblait à la fois lointain et proche, comme un souvenir qui n'a jamais totalement quitté l'esprit. Elle resta là un long moment, observant les gens entrer, les discussions anodines, les rires timides. Elle se rappelait l'époque où elle pensait que ce monde était son tout, et à quel point la vie peut changer sans crier gare. 1 heure plus tard, elle quitta l'établissement non sans jeter un dernier coup d'œil à la vitrine. Ce n'était plus chez elle, mais cela resterait un point d'ancrage dans son parcours. Dehors, elle retrouva Élise sur un banc à quelques mètres, accompagnée de sa nouvelle gouvernante. Une femme discrète, attentive, choisie avec soin par Dubois. La fillette se leva dès qu'elle aperçut Claire et courut jusqu'à elle pour l'embrasser. C'était devenu leur rituel du dimanche. Pas systématique, pas obligatoire. Un choix libre, un lien simple. « Tu veux voir mon dessin ?» demanda Élise, les yeux brillants. Claire s'assit à ses côtés. La fillette sortit une feuille pliée, un dessin naïf mais soigné. Une maison, un arbre, 2 personnages. Une grande femme aux cheveux blonds et une petite brune avec une robe rouge. Elle tenait un ballon, un soleil dans le coin supérieur, un nuage en dessous, et au centre, un mot écrit maladroitement. « Ensemble ». Il est beau ton dessin. C'est toi et moi. Dans le jardin de la maison, mais pas vraiment la maison de papa. Une autre, celle qu'on invente. Claire sourit. L'imagination d'Élise était intacte, sa créativité aussi. Elle dessinait désormais pour exprimer ce qu'elle vivait, et non plus pour tenter de se rappeler ce qu'on lui avait volé. Elles passèrent l'après-midi dans un petit parc à proximité. Elles parlaient peu, échangeaient des anecdotes, riaient parfois. Claire avait appris à ne pas forcer les mots. Elle était là, disponible, sans attente, sans exigence. Le rôle qu'elle avait assumé au départ, celui d'une présence rassurante, s'était mué en une relation naturelle, fondée sur le respect et la confiance. À l'approche du soir, la gouvernante vint récupérer Élise. La fillette serra Claire dans ses bras longuement, comme si chaque étreinte devait compenser les jours d'absence. « Tu reviens dimanche prochain ?»« Si tu veux. »« Oui, toujours. » Elles se quittèrent et sans larmes, avec cette sérénité rare qui naît quand tout a été dit sans besoin de mots. Claire marcha lentement vers chez elle. Son appartement n'était plus le même qu'avant. Il était plus grand, mieux situé, mais surtout, il reflétait une nouvelle étape, moins précaire, plus engagée. Son travail auprès de la Fondation lui offrait chaque jour une raison d'avancer.
Elle rencontrait des enfants, des familles. Elle comprenait mieux les mécanismes de la protection de l'enfance, les failles, les absurdités, les manques, et à chaque fois qu'elle croisait un regard perdu, elle pensait à Élise. Elle n'était plus la serveuse de Montmartre, et pourtant elle l'était toujours, dans sa manière d'écouter, de ne pas juger, de rester présente dans le silence. Elle n'avait pas changé dans l'essence, seulement dans la portée de ses gestes. En rentrant chez elle ce soir-là, elle trouva une lettre déposée sous sa porte, une enveloppe simple sans adresse visible. À l'intérieur, une carte dessinée à la main, un cheval cabré, stylisé, entouré d'un cercle, et au dos, une phrase courte. « Merci de l'avoir vu quand nous l'avions oublié. » Aucun nom, aucun logo, mais Claire comprit. Elle garda la carte, sans savoir qui l'avait envoyée exactement, ni pourquoi à ce moment précis. Ce n'était pas une reconnaissance officielle. C'était plus discret, plus honnête. Un remerciement venu de ceux qui savaient ce que son geste avait changé. Elle accrocha la carte sur le mur de sa cuisine, entre deux photos sans prétention. Ce n'était pas un trophée, ni une médaille. Juste un rappel qu'à un moment, dans le tumulte de la ville, dans le chaos des intérêts puissants, elle avait su voir une enfant là où les autres avaient vu un problème à gérer. Et cela avait suffi pour tout transformer.